pour ce Zoom du jour, je suis ravi d'accueillir Laurent Izard pour son premier essai édité. La France vendue à la découpe, c'est paru aux éditions de l'Artilleur. Laurent Izard, bonjour. Bonjour. Rapidement, vous êtes normalien, diplômé de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, également professeur. Et enfin, essayiste, votre premier essai est paru, La France vendue à la découpe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce titre ? Le titre. Alors, c'est une expression qui est empruntée en fait au vocabulaire de l'immobilier. Il s'agit pour un investisseur d'acheter un immeuble en entier, éventuellement de faire partir les locataires, de rénover l'immeuble et de vendre les appartements un par un. Voilà. Et il me semble que cette opération s'apparente un petit peu à ce que nous vivons actuellement, ce que nous subissons actuellement en France. Et donc là, découper la France, c'est découper les entreprises, découper l'immobilier, tous les secteurs qui font la France. Très concrètement, c'est effectivement vendre à des investisseurs étrangers nos entreprises, grandes ou petites, nos terres agricoles, nos biens immobiliers, nos infrastructures économiques et encore beaucoup d'autres. Un ouvrage alarmant ? Un petit peu, c'est un petit peu l'objectif de cet ouvrage, oui. Pour débuter, vous vous intéressez aux entreprises françaises qui ont été vendues aux investisseurs étrangers, et alors la liste est longue comme le bras, et encore vous n'avez pas tout mis. Oui, alors j'ai surtout évoqué au début du livre les grands groupes industriels qui ont porté la croissance de la France pendant les 30 Glorieuses et encore après, et qui sont peu à peu passés sous contrôle étranger. Alors, ces entreprises sont très connues en réalité, Usinor, Arcelor, Alcatel, les chantiers de l'Atlantique, les ciments français, il y en a beaucoup. Et on parle beaucoup moins des PME, mais elles sont aussi très nombreuses à passer chaque année sous contrôle étranger. Quand on parle de contrôle étranger, on parle de qui ? Parce qu'on a souvent tendance à limiter les achats par les Chinois, par les pays du Golfe. Mais est-ce que ce sont les seuls à racheter les entreprises françaises ? Le premier investisseur, en réalité, qui achète des entreprises françaises, ce sont les Américains. Et ils prennent des participations via des fonds d'investissement, des fonds de pension dans des grandes entreprises françaises, et ce depuis très longtemps en réalité. C'est vrai qu'on parle beaucoup des investisseurs des pays du Golfe ou des investisseurs chinois parce qu'ils sont un petit peu nouveaux, voilà. Et ça inquiète davantage, c'est davantage médiatisé. Quelle est la différence quand un investisseur américain rachète une entreprise française ou alors un investisseur chinois? Est-ce qu'ils ont tous les deux la même optique en reprenant l'entreprise ? Pas nécessairement. En fait, lorsqu'un investisseur étranger achète une entreprise française, l'objectif peut être très varié. Dans certains cas, il s'agit vraiment d'une stratégie de croissance externe. Parfois, c'est juste une volonté de placement financier. Parfois, on recherche à capter de nouveaux marchés. Voilà. Et pour ce qui est des Chinois ou des Qataris, il y a aussi une stratégie d'image et puis une stratégie d'acquisition, de savoir-faire qui est quand même très très présente. Le savoir-faire français est un savoir-faire recherché. Est-ce que, au bout d'un moment, on pourrait envisager qu'il n'y ait plus d'entreprises sous pavillon français, de grandes entreprises ? Écoutez, je ne le souhaite pas, évidemment. Heureusement, on a encore de très belles et de grandes et de moins grandes entreprises qui sont totalement françaises et qui font des choses fantastiques. Mais c'est vrai qu'il y a, il faut dire, il y a une guerre économique aujourd'hui. On est soumis à cette guerre économique. Beaucoup d'acteurs en sont pleinement conscients, mais finalement, relativement peu en France. Le risque, quand même, à terme, c'est que nous soyons privés en grande partie de notre patrimoine économique et de ce fait, nous perdions notre indépendance économique et notre souveraineté politique. Est-ce que vous pensez que le gouvernement en a conscience ? Je pense que la préoccupation du gouvernement, c'est principalement de monter dans le train de la mondialisation. Voyez, et peu importe qui conduit la locomotive et peu importe où le train va. Voilà. Donc, on va essayer de vendre nos entreprises quand on pense que c'est une bonne chose. Et il y a toujours une bonne raison pour vendre une entreprise. Et puis, on va finalement peu s'intéresser aux effets macroéconomiques à moyen et long terme de cette multiplication de cessions d'entreprises. Vous parlez de mondialisation. La France est-elle actrice
ou alors totalement spectatrice de cette mondialisation? Non, la France, elle est actrice, elle est au cœur de la mondialisation. Et des entreprises françaises rachètent aussi des entreprises étrangères. Ce n'est pas, je dirais, Oui, mais si on un fait jeu la à sens balance, unique. la France est perdante. Alors, ma conviction, c'est que si on fait la balance, la France est perdante. On a très peu de chiffres en réalité. On a un chiffre qui date de 2015, qui montre que les entreprises françaises ont acheté pour 88 milliards globalement d'actifs étrangers, et inversement, les entreprises étrangères ont acheté pour 145 milliards d'actifs français. Donc, on voit que le jeu est déséquilibré. Et il l'est également pour l'immobilier et pour d'autres secteurs. Pourtant, quand on en entend publiquement parler, c'est souvent l'entreprise française a été rachetée par un tel. Jamais dans le sens contraire, jamais on parle, enfin très rarement on parle d'une entreprise française qui rachète une entreprise étrangère. Est-ce que c'est le symptôme, est-ce que c'est le symbole de... Non, moi je pense qu'on en parle, peut-être un peu moins, parce que c'est vrai que ça se passe pas chez nous du coup. Je prends par exemple l'exemple d'Alstom. Oui. Alors Alstom, c'est vraiment un exemple, à mon avis, caractéristique. Alstom, nous avons vendu aux Américains toute la branche énergie d'Alstom. General Electric. À General Electric, et dans des conditions, je dirais, à la fois juridiques et humaines qui sont pour le moins contestables, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'on aurait pu garder Alstom ? Eh bien moi, je suis persuadé que oui. Je pense que c'était une entreprise qui avait de l'avenir, et je pense qu'en perdant la branche énergie d'Alstom, on perd notre capacité à vendre des centrales nucléaires totalement françaises, clés en main. Commercialement, c'est catastrophique. Vous parliez il y a quelques instants, il y a toujours une bonne raison pour vendre une entreprise. Oui. Là, c'est typiquement le cas, la vente d'Alstom. On voit bien qu'il y a eu des promesses qui finalement ne sont pas tenues. On disait qu'Alstom n'avait pas d'avenir, on disait qu'Alstom n'avait pas vendu de turbines depuis des années. Mais il ne faut pas oublier une chose quand même, c'est que Alstom, c'est l'entreprise qui nous permet d'avoir notre indépendance énergétique. Vous voyez, c'est l'entreprise qui nous permet d'entretenir nos centrales nucléaires, mais c'est aussi l'entreprise qui entretenait les turbines de nos sous-marins nucléaires. Donc il y a un aspect stratégique, là, au sens le plus pur du terme, qui est essentiel. Et nous devenons peu à peu dépendants de nos amis américains. Est-ce que, alors, pour généraliser un petit peu, est-ce qu'une vente d'une entreprise française, c'est une perte de la souveraineté nationale ? À terme, oui. Si ça s'additionne à d'autres entreprises, oui. Alors c'est vrai que ça dépend évidemment du type d'entreprise. Mais moi, j'ai tendance à penser que globalement, ce processus que nous subissons risque de nous conduire finalement à être davantage dépendants de l'étranger. On a beaucoup parlé des entreprises, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'il y a également l'immobilier français. Il y a un chapitre qui m'a particulièrement marqué, c'est l'avenue Foch. Oui. L'avenue Foch, où sont les Français ? Il y en a encore, je vous rassure. Mais oui, j'ai voulu parler de l'avenue Foch parce que... c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est un exemple parmi d'autres, mais qui est encore caractéristique. La plupart des très beaux immeubles de l'avenue Foch ont été rachetés par des investisseurs étrangers, certains très récemment, d'autres il y a plus longtemps. Et de ce fait, c'est un élément de prestige qui passe sous contrôle étranger. Ce sont des biens qui ne profitent plus, je dirais, aux Français. Et alors, ça serait l'avenue Foch uniquement, ça ne serait pas dramatique. Mais on pourrait ajouter aussi d'autres quartiers parisiens, et puis Saint-Louis, et puis aussi en province, certaines villes. Et les conséquences, en réalité, sont évidentes. C'est-à-dire que peu à peu, il y a un effet d'éviction qui joue contre les Français. Essayez, si vous êtes un jeune couple à Menton, par exemple, de trouver à vous loger, ça devient extrêmement difficile, parce que forcément, les investissements étrangers, par la loi d'offre et de la demande, contribuent à accroître le prix de l'immobilier. Pourquoi cet intérêt pour l'immobilier français ? Parce que la France est un très beau pays et parce que l'immobilier est un très bon placement pour les investisseurs étrangers. Et justement, en parlant d'investissement, des investissements étrangers, on a l'impression que rien n'est fait pour les limiter. Oui, effectivement, pas grand-chose en tout cas. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a eu quand même une évolution de la réglementation, vous voyez, notamment avec les décrets Villepin en 2005, et puis après les décrets Montebourg en 2015, et puis actuellement on essaye encore de perfectionner le dispositif. Mais en réalité, il ne s'agit que d'outils juridiques qui permettent éventuellement au gouvernement de bloquer une fusion. À ma connaissance, aucun projet de fusion n'a été bloqué avec cet outil juridique. C'est-à-dire qu'en plus de l'arme juridique, il faut aussi une volonté politique que nous n'avons pas certainement. Pas ou pas du tout ? Que nous avons peu en réalité, parce que
En réalité, toute cette réglementation, si vous voulez, ne concerne que les entreprises qui touchent à nos intérêts stratégiques. On est quand même enfermé dans un cadre juridique européen qui nous restreint beaucoup. Et on a une conception de l'intérêt stratégique qui est quand même extrêmement limitée. La haute technologie et puis la défense nationale, on va dire, pour simplifier. Nos amis américains, mais plus proches de nous, les Allemands et les Britanniques, ont une conception élargie de l'intérêt stratégique, et un intérêt économique bien compris fait partie de l'intérêt stratégique, pas chez nous. Pour revenir, vous évoquez l'Europe, Oui. justement, l'Union européenne. La France en est-elle prisonnière? Parce que vous évoquez parfois le rachat du savoir-faire français par nos voisins européens. Oui, tout à fait. La France s'intègre évidemment dans l'Union européenne. Elle s'efforce de respecter les règles du droit de la concurrence, règles qui sont quand même extrêmement contraignantes et qui nous empêchent de protéger nos entreprises, comme parfois nous voudrions peut-être le faire. Ce que j'observe, c'est que nos amis allemands, par exemple, sont beaucoup moins respectueux que nous de la réglementation européenne. Est-ce qu'il faudrait prendre exemple sur les Allemands, justement? Je pense qu'il faut changer les choses pour que nous ayons les moyens de protéger nos entreprises lorsque l'on estime qu'il n'est pas souhaitable que ces entreprises passent sous contrôle étranger. La nationalisation, par exemple? Pas forcément. Ça peut être par une nationalisation. Moi, j'ai tendance à penser que l'État n'a pas vocation à long terme à gérer des entreprises qui ne font pas partie de ses missions régaliennes, si vous voulez. Mais néanmoins, il faudrait pouvoir bloquer certains processus lorsque c'est nécessaire. On a eu un exemple très récent avec une tentative de blocage d'une fusion avec un groupe français important dans les chantiers navals, et avec Fincantieri, notre partenaire et concurrent italien. À l'arrivée, je reste persuadé que Fincantieri prendra le contrôle de notre groupe français. Voyez. Donc là encore, il faut avant tout de la volonté politique. On est totalement dépassé par la mondialisation. On n'est pas au niveau. Je trouve qu'on n'a pas pris la mesure des enjeux, si vous voulez. Et je pense que nous avons une certaine naïveté sur ce point. Depuis combien de temps? 30 ans? Oui, à peu près. Je pense que le processus s'est véritablement accéléré à partir du début des années 90. Voilà. Il y a eu des sessions avant, évidemment, mais je pense qu'il y a une véritable accélération et le processus se réaccélère depuis quelques années à nouveau. Moi, j'ai tendance à penser, si vous voulez, que nous ne sommes pas conscients, en réalité, de ce qui est en train de se passer. Nous sommes un peu naïfs. Et puis, nous croyons beaucoup à certains dogmes. Le dogme de la mondialisation heureuse, dans laquelle il n'y aurait que des gagnants et jamais aucun perdant. Le dogme du libéralisme à tout craint. Alors, le libéralisme, moi, je suis plutôt libéral. Mais encore faut-il que les différents acteurs, dans ce jeu de la concurrence, aient les mêmes règles. Or, force est de constater que les acteurs n'obéissent pas aux mêmes règles. Une entreprise chinoise peut très bien racheter une entreprise française. C'est beaucoup plus compliqué, voire impossible, qu'une entreprise française rachète une entreprise chinoise. Ou alors, il faut un accord de coopération avec des transferts de technologie, et on n'y a pas forcément intérêt. On ne joue pas dans la même cour? Oui, c'est ça, c'est ça. Nous, dès que l'État essaye d'aider une entreprise, immédiatement, les vigies de Bruxelles interviennent, alors que les Chinois comme les Américains, les États chinois et américains, financent leurs entreprises, vous voyez. Et puis, pour ce qui est du droit du travail, alors là, il n'y a pas besoin de faire un dessin, il est très loin en France d'être identique à celui d'autres pays. Donc, on ne joue pas avec les mêmes règles du jeu, et du coup, on ne peut pas être compétitif en réalité. Si on résume, entreprise, immobilier, viticulture, terrain agricole, le sport, où est-ce que ça peut s'arrêter? Ou jusqu'où ça peut aller? Ça peut aller n'importe où, là où il y a un intérêt économique. Donc en fait tout? Oui. Quasiment voilà. tout. Vous citiez par exemple le vin. Bien, depuis toujours, des investisseurs étrangers éclairés, des vrais amateurs se sont intéressés au vignoble français. Il se trouve que là, depuis une dizaine d'années, on a des investissements massifs d'investisseurs chinois qui achètent des propriétés dans le Bordelais, mais aussi en Bourgogne. Alors, il s'agit d'exporter du vin vers la Chine, mais il s'agit aussi d'acheter des noms de domaines qui permettront aux Chinois de produire du vin chez eux et de coller des étiquettes avec le nom du château. Et ce ne seront pas des vins de ce château-là? Non, enfin, en tout cas, ils auront été... L'appellation, mais pas voilà. nécessairement le même goût. Voilà.
Concernant le sport aussi, un sujet important, le Paris Saint-Germain par exemple, oui, détenu par le Qatar. Oui, mais le Paris Saint-Germain, c'est la partie émergée de l'iceberg. En réalité, pratiquement tous nos clubs de L1 sont aujourd'hui acquis par des investisseurs étrangers. Et c'est vrai aussi pour la L2. Ça ne concerne pas seulement le football. Et puis, alors, ça concerne aussi les droits de retransmission TV, ça concerne aussi les entreprises qui interviennent dans le secteur du sport. On avait des très très bonnes entreprises comme Rossignol, comme Salomon, qui ont été rachetées par des investisseurs étrangers. Encore une fois, ce sont les Français qui trinquent à la sortie, notamment sur les retransmissions sportives, puisqu'il y a des appels d'offres, ils sont toujours de plus en plus élevés, et à la sortie, l'abonnement est de plus en plus cher aussi. Oui, alors on a un investisseur français qui essaye de résister, mais c'est difficile parce que c'est un peu au plus offrant en réalité. Et le problème structurel que nous avons, que ce soit pour le sport ou pour d'autres secteurs, c'est que nos investisseurs n'ont pas les épaules assez solides pour être compétitifs par rapport aux investisseurs étrangers. Est-ce que vous, maintenant qu'on a établi un petit peu tout le panel des reprises étrangères, est-ce qu'on peut voir un brin de soleil quand même ou pas du tout ? Écoutez, oui, heureusement. Le brin de soleil, il est où ? Il est d'abord dans notre formidable capacité à nous renouveler, à créer de la richesse. Il est dans notre patrimoine intellectuel. Qui lui aussi est convoité, mais qui existe et qui se renouvelle régulièrement. Il est dans la qualité de nos grands patrons d'industrie qui mènent bien leur barque dans la plupart des cas. Et puis il y a le génie français, il faut dire. Il est menacé, ce génie français. Il est menacé. C'est-à-dire qu'on a toujours pensé qu'on pourrait toujours abandonner notre industrie parce qu'il resterait le luxe, il resterait la haute technologie, il resterait l'art, etc. Bon, je ne suis pas sûr que ça suffise à faire vivre tous les Français. Tous ces exemples que vous me citez, ils sont touchés. Ils sont touchés, mais on résiste plutôt mieux quand même. Parce que là, on peut penser notamment à ce qui se passe du côté du Qatar. On prête souvent nos œuvres d'art du côté. On prête nos œuvres ou on en vend parfois, mais c'est vrai que le Louvre reste le Louvre. Et il est vrai que la richesse du patrimoine français existe toujours. Alors, c'est vrai qu'il faut être vigilant. C'est vrai qu'on pourrait d'ailleurs être davantage vigilant, c'est mon avis. Mais nous avons un riche passé que nous pouvons encore commercialiser. Et nous avons des entreprises qui, dans certains domaines, restent des leaders mondiaux, ont un savoir-faire unique au monde et nous devons les exploiter au mieux. Donc le savoir-faire français a encore de beaux jours devant lui ? Oui, à condition de le protéger. Et pour le protéger, que peut-on faire ? Déjà, il faut lutter contre l'espionnage industriel. Il faut savoir renoncer parfois à la vente de quelques produits phares, parce que lorsqu'on vend, souvent, c'est à condition de transférer du savoir-faire. C'est difficile. Il y a des choix douloureux à faire, mais nous devons protéger notre savoir-faire, c'est une évidence. Il n'est pas trop tard pour ça ? Tous les secteurs sont touchés. Oui, mais je suis peut-être excessivement positif, optimiste, mais je pense que nous avons encore un avenir économique. Je pense que nous avons un rôle à jouer au niveau européen et au niveau mondial. Et vous savez, les produits français sont extrêmement appréciés dans le monde. Pour différentes raisons, mais les produits français, notamment alimentaires, bénéficient d'une image extraordinaire. Alors c'est vrai que c'est un avantage. Vous allez me dire que c'est aussi un risque. C'est un risque. Quand on voit donc tous les sujets qu'on a abordés, il n'y a pas peur de se faire dépasser par tous ces géants américains, chinois, pays du Golfe. On n'est pas vraiment au niveau. Est-ce qu'il faudrait qu'on revoie aussi nos ambitions un petit peu à la baisse ? Je pense que nous ne sommes plus une grande puissance mondiale, c'est clair. Mais moi, je suis très attaché à notre indépendance économique et politique. Il faut absolument essayer de la sauvegarder. Et je pense que si on peut multiplier les accords de coopération avec des entreprises étrangères, il ne faut pas brader notre patrimoine économique. Ça passe, pour être un peu plus direct, ça passe par une préférence nationale ? Ça peut passer par une préférence nationale, le mot est un peu connoté, mais oui, on va employer un autre mot, le mot de protection.
Ce mot est aussi très connoté d'une certaine façon, mais je pense que nous devons protéger notre patrimoine. Lorsque nous ne pouvons pas être compétitifs, cela justifie une protection momentanée, bien sûr qui va se heurter aux règles juridiques de l'Union européenne, de l'Organisation mondiale du commerce, mais à mon sens, ça devient aujourd'hui une nécessité. Regardez, nous parlions tout à l'heure d'Alstom, la branche ferroviaire d'Alstom. On nous a dit qu'il fallait absolument s'unir avec l'allemand Siemens. C'était une obligation, et quand on dit s'unir, on sous-entend un accord de coopération équilibré, mais en réalité il ne le serait pas. L'entreprise tomberait aux mains de nos amis allemands. On nous a dit que c'était nécessaire pour des questions de dimension, de surface financière, de capacité productive, en fait de ce qu'on appelle la taille critique. Le principal concurrent, il est chinois, il s'appelle CRRC. Ce concurrent a la capacité de produire environ 800 rames de TGV chaque année, quand Alstom et Siemens rassemblés peuvent en produire 40 ou 50. Donc on voit bien que ce n'est pas par des fusions répétées que nous pourrons atteindre la taille critique. Voilà. On a pu signer récemment un contrat extraordinaire. Naval Group qui a signé un contrat qui nous permet de vendre 12 sous-marins à l'Australie. Ce contrat, on l'a signé tout seul. Naval Group a signé tout seul. On n'a pas eu besoin de s'allier avec d'autres personnes. Une fois encore, il ne faut pas être dogmatique. Je pense que des accords de coopération sont souvent nécessaires, souhaitables, mais ce côté d'abandon, si vous voulez, d'une industrie franco-française me gêne énormément. Ce sera le mot de la fin. Laurent Izard, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur TV Liberté. Je rappelle votre ouvrage « La France vendue à la découpe, entreprise, terres agricoles, immobilier, brevet ». Quand la France vend son avenir, c'est paru aux éditions de l'Artilleur. Merci beaucoup Laurent Izard. Je vous remercie.